Bienvenue au café éthique de l'hôpital central de Yaoundé. La voix du patient est-elle vraiment entendue dans notre système de santé ? C'est la question centrale posée en ce 1er juillet 2026 au café éthique de l'hôpital central de Yaoundé, où nous célébrons la dédicace du livre du professeur Éric Nseme Etouké, Le consentement éclairé en médecine, fondement, évaluation et expertise médico-légale. Le professeur Nseme, spécialiste en médecine légale et maître de conférences à l'université de Yaoundé 1, y rappelle que le consentement éclairé est un impératif à la fois éthique, déontologique et juridique. Son ouvrage propose une approche inédite, une grille d'évaluation reposant sur 3 piliers: la compréhension de l'information par le patient, l'authenticité de sa décision, absence de pression externe, et la traçabilité du processus d'information pour juger de la validité du consentement. Il aborde aussi les enjeux médico-légaux associés, responsabilité du soignant en cas de vice de consentement, et formule des recommandations pratiques, formation des praticiens, conservation rigoureuse des preuves écrites, etc. La séance de dédicace qui nous réunit aujourd'hui souligne l'importance de cet échange pour la communauté médicale et le public. Renforcer la culture du respect des droits des patients, au Cameroun et au-delà. Nous vous invitons à rester à l'écoute de cet épisode et à partager vos questions ou commentaires sur nos réseaux sociaux à la suite de l'émission. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui sont en ligne. Bonsoir à ceux qui sont en salle. Dans cette salle, Laurence vient de l'hôpital. Cette salle, Laurence vient de l'hôpital central de Yaoundé pour le café éthique du mois de juin, mais qui se tient ce 1er juillet, à journée spéciale pour le mois, pour l'édition, un sujet qui n'est pas spécial, mais qui est particulier. Lorsque l'on parle du consentement éclairé, il est considéré comme un principe cardinal à la croisée entre l'éthique et le droit médical, mais également comme un tournant dans la vie moderne, parce qu'il y a le souvenir des abominations nazies, référence aux pratiques, aux expérimentations inhumaines conduites lors de la Deuxième Guerre mondiale sous le prétexte de faire avancer la science. Et progressivement, le consentement éclairé est devenu un sujet d'actualité dans la pratique médicale moderne, mais également dans toute activité de recherche, et maintenant ça s'est étendu à plusieurs sphères de la vie sociale. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous participons à un café éthique spécial. Il est spécial parce que un des habitués du café éthique, professeur Éric Nseme, expert médico-légal, enseignant à la faculté de médecine et des sciences biomédicales, a publié un livre, Le consentement éclairé en médecine, fondement, évaluation et expertise médico-légale. Donc, la formule du café éthique de ce soir va être traditionnelle, mais avec des éléments tout spéciaux. J'aurais voulu partager avec vous quelques réflexions sur mon expérience du livre, mais je risque de dévoyer ce que le professeur Nseme lui-même pourrait vous dire. Mais en tout cas, l'expérience que j'ai d'avoir lu ce livre, je vais faire 3 ou 4 commentaires. Le premier, c'est que si le consentement éclairé n'est plus un principe dont la nécessité à démontrer, ce livre nous rappelle
que l'application du principe du consentement éclairé est le défi auquel la médecine moderne ou la santé moderne est confrontée, qu'il s'agisse de la pratique médicale ou même de la pratique de santé publique. Comment effectivement ce principe qui a été dicté dans une dimension individuelle, dans un monde au nord, s'adapte dans notre contexte africain avec les valeurs africaines qui sont celles de l'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Lorsque nous parlons du consentement, comment le vivre dans notre environnement camerounais? C'est également un livre qui démontre la dimension triple du directeur, parce que cet ouvrage collectif a été dirigé par un médecin légiste, un expert judiciaire et un enseignant-chercheur universitaire. C'est un livre qui est tellement bien structuré, il est presque didactique. Si nous étions dans l'enseignement secondaire, mais pourquoi pas? Peut-être que ça devrait devenir un des ouvrages fondamentaux dans l'enseignement ou la pratique du soin en contexte camerounais. Tous ceux qui voudraient soigner devraient avoir lu cet ouvrage pour savoir comment résister aux deux péchés capitaux, qui sont les deux péchés capitaux des soignants, l'abus de pouvoir et le conflit d'intérêts, qui fait que parfois on oublie que l'on doit informer l'usager. Donc, entre tous les repères qui sont des repères historiques, dans le droit, dans la réglementation, ces 6 parties vont vous permettre de toucher du doigt une réalité multiple et les différentes dimensions normatives sont prises en compte. Il y a un élément particulier dans cet ouvrage que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette démarche-là d'élaboration d'une grille d'évaluation médico-légale du consentement contextualisée. Il s'agit plus juste de dire « j'ai obtenu le consentement », on devrait être capable de laisser s'interroger sur est-ce qu'effectivement nous avons respecté les différentes étapes, c'est-à-dire poser la question de la qualité du consentement. L'équipe dirigée par professeur Nsemé nous amène là-dessus en intégrant cette dimension contextuelle et de plus, la manière avec laquelle cette grille est présentée est assez progressive et suffisamment didactique. Cet ouvrage est également fortement africain. Nous sommes dans un monde en mutation. Nous sommes à la croisée des chemins avec des cultures métisses où des valeurs fondamentales considérées comme sacro-saintes sont ébranlées par le matérialisme, l'utilitarisme ou le relativisme impérial. Est-ce que le mimétisme doit être la solution? Que Nini, apparemment, les auteurs pensent que nous devons apporter et le vivre en tant qu'Africains. Et enfin, vraiment cet ouvrage devrait constituer un des jalons. J'avais envie de dire, mais certains ne me comprendront pas, ou d'autres disons encore, avec lui encore la notion des humanités. Je pense que pour ceux qui souvent ne les ont pas faites, cet ouvrage devrait faire partie des ouvrages à lire pour aborder cette dimension des humanités qui ne court pas essentiellement les rues. Quand j'ai dit ça, j'espère vous avoir donné envie de participer à ce café éthique et vous avoir mis en appétit pour que
professeur Sémé puisse prendre la parole pour camper les échanges. Une fois qu'il aura pris la parole sera partagée. Le propre du café éthique, c'est qu'il soit animé avec quelques personnes qui, une fois que le débat est campé, les autres doivent participer, interroger, questionner, parce qu'il n'est pas aisé d'agir juste au sens de justice et au sens de justesse, parce que la réflexion éthique ou le débat éthique que nous avons décidé d'engager maintenant depuis quelques années à ce café éthique, c'est d'ouvrir un espace où ceux qui sont intéressés au prendre soin peuvent échanger, s'enrichir mutuellement pour contribuer aux échanges universels autour du bien prendre soin dans chacun des contextes où les hommes sont vulnérables et sont à la quête de retrouver ou de recouvrer leur humanitude. Professeur Sémé, c'est inhabituel qu'on applaudisse, mais je voudrais qu'on applaudisse avant de vous écouter, parce que vous avez franchi un cap. Ceux qui font de la lecture ou ceux qui font de la symbolique, c'est une main ouverte, n'est-ce pas, en page de couverture. Je vais passer la parole pour que vous nous édifiez sur le contenu que je n'ai fait qu'effleurer de cet ouvrage que vous avez commis. Vous avez la parole, professeur. Merci, monsieur le directeur, de me passer la parole, mais surtout, merci de m'accueillir. Vous avez dit, je le reprends, le café éthique est ma maison. Nous avons commencé nos débats éthiques ici et il me souvient que c'est de ce café éthique que sont nées plusieurs idées. Si je prends la parole aujourd'hui devant vous, chers maîtres, chers confrères, chers collègues, chers étudiants, collaborateurs, c'est pour vous parler en quelques mots, tout d'abord, non pas de ce que ce livre contient, on en parlera après, mais de la question qui l'a fait naître. Cette question est simple et presque banale en apparence. Un médecin demande-t-il vraiment l'accord de son patient avant d'agir sur son corps? Cette question a été posée au début du café éthique par l'un des participants. Est-ce qu'un médecin demande vraiment l'accord du patient? Et si oui, cet accord a-t-il un sens? Ou alors, n'est-il que la signature d'un papier que l'on tend dans un couloir entre deux consultations sans que personne n'ait vraiment compris ce qui se jouait? Nous avons passé une grande partie de notre carrière dans les salles d'audience et dans les cabinets d'expertise à examiner des dossiers où cette question, justement, n'avait pas de réponse claire. À titre d'exemple, je le cite d'ailleurs en 4e de couverture, un patient analphabète à qui l'on a expliqué une opération majeure en 5 minutes. Une femme dont le mari, absent, a décidé pour elle, parce que la famille en avait décidé ainsi, Ubuntu. Un enfant amené inconscient aux urgences, sans tuteur, sans personne pour consentir à sa place, et un médecin qui est seul devant l'urgence d'agir. Ce sont des situations que nous avons tous traversées. C'est des situations que nous connaissons. Nous les avons vécues. Et ces situations, les livres venus d'ailleurs ne les traitaient pas. Les grands textes sur le consentement éclairé, je parle de ceux qui sont nés après le procès de Nuremberg. Ceux des chartes bioéthiques internationales parlent d'un patient idéal. Un patient informé, rationnel, libre de toute pression, disposant de tout
son temps pour décider. C'est un beau principe, mais ce n'est presque jamais la réalité que nous vivons ici dans nos zones. Alors, fallait-il renoncer à ce principe parce qu'il est difficile à appliquer? Non. Le droit du patient à être informé, à comprendre et à décider librement n'est pas négocié. Vraiment, ce droit est un droit inaliénable. Mais il fallait se donner les moyens d'évaluer ce principe avec honnêteté, dans nos conditions réelles et non dans des conditions de laboratoire. C'est tout l'objet de ce livre. Construire un outil, vous en avez parlé, la grille d'évaluation médico-légale du consentement contextualisé, qui permet d'apprécier la qualité d'un consentement, non plus comme oui ou non. Existe-t-il un consentement ou pas? Question binaire. Non plus comme ça, mais pour ce qu'il est vraiment, un continuum allant du consentement robuste au consentement insuffisant, en passant par toutes les zones grises où se joue chaque jour la pratique médicale. Ce livre, cet ouvrage, est donc à 3 dimensions. La première qui rappelle les fondements du consentement pour l'ancrer dans la pratique. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un élément non négociable. Mais il constitue également un outil pour nous permettre, aussi bien dans les services où nous avons besoin d'élaborer nos propres consentements éclairés, de nous rappeler les éléments essentiels, les éléments clés du consentement. Cette grille, qui est issue du travail de plusieurs personnes, je ne suis que le modeste porte-voix, elle a des spécialités différentes, les pédiatres, les gynécologues, les ophtalmologues, les chirurgiens, les médecins légistes, les internistes, chacun dans son domaine a apporté son expérience. Un comité de professeurs d'ici et d'ailleurs en a validé la rigueur scientifique et cela nous a donné un livre utile. Ce livre se réunit autour de 3 éléments clés dont vous avez parlé succinctement. Le premier, la compréhension. Est-ce que le patient qui consent a reçu l'information adéquate? Est-ce qu'il l'a comprise dans ses termes? Le deuxième élément, c'est l'authenticité. L'authenticité, est-ce que ce consentement a été signé en ayant eu tout le temps pour la réflexion? Est-ce que ce consentement est exempt de toute pression? À titre d'exemple, si vous dites à un patient qui doit être opéré dans une semaine, que s'il accepte de signer aujourd'hui, vous lui ferez une réduction de 30%, il va signer. Mais à quoi a-t-il consenti? À l'intervention ou au rabais? Et enfin, le dernier élément de ce triptyque, c'est la traçabilité. Le consentement est un acte qui a une valeur judiciaire et qui aujourd'hui doit être prouvé. Et la charge de la preuve incombe non pas au patient, mais au médecin, aux soignants. Comment démontrer que le consentement a été signé? Est-ce qu'en urgence, dans une vraie urgence vitale, on a le temps de faire signer un consentement éclairé? Si vous avez le temps, je me permettrai de dire que nous sommes dans un cas de non-assistance à personne en danger ou de mise en danger de la vie d'autrui, parce qu'en urgence, le problème, c'est sauver la vie. D'un autre côté, lorsque nous avons un consentement et que nous l'expliquons, est-ce que ce consentement n'est accompagné que de droits? Est-ce que consentir veut dire simplement accepter l'acte ou également tout ce qui va avec l'acte, c'est-à-dire les moyens mis en place et le financement?
Nous nous sommes retrouvés dans une difficulté, je parle ici des médecins légistes qui sont présents, où nous devions évaluer des consentements éclairés. Et le problème, c'était que jusqu'à présent, en termes de consentement, c'était la question binaire. Existe-t-il un consentement, oui ou non? A-t-il été signé, oui ou non? Et nous nous sommes rendus compte qu'on ne pouvait plus apporter une réponse pareille, surtout dans notre cas. Alors, c'est un livre qui a été pensé pour être utile, nous l'avons dit, pour des médecins qui veulent sécuriser leur pratique, pour des étudiants qui doivent apprendre ce qu'on ne leur enseigne pas toujours assez, mais également pour les juristes et les magistrats qui doivent trancher les litiges nés d'un contentieux ou d'un consentement mal reculé. Si je devais résumer en une phrase ce que nous avons voulu faire dans cet ouvrage, je dirais ceci. Nous avons voulu rappeler que le consentement n'est jamais un papier signé. Le consentement, c'est une rencontre entre deux personnes où l'une accepte de comprendre ce qui lui arrive et l'autre accepte de prendre le temps de lui expliquer. Et tout cela dans une finalité, la finalité thérapeutique. Tout le reste, le droit, l'expertise, la grille construite ne sont que des moyens de protéger et de vérifier cette rencontre. Monsieur le directeur, permettez-moi de saisir cette opportunité pour remercier tous les collègues, tous les collaborateurs, le comité scientifique, tous mes maîtres, de remercier le café éthique et de remercier également tous ces patrons, tous nos maîtres qui nous ont transmis l'exigence de la rigueur et ces étudiants qui nous rappellent chaque jour que savoir n'a de valeur que lorsqu'il est partagé. C'est donc avec une grande joie et avec beaucoup d'humilité que je me permets de vous remettre aujourd'hui ce livre qui, je l'espère, ne sera pas un moyen de nous mettre en avant, mais plutôt un outil pour améliorer la qualité des soins et atteindre, si cela était possible, l'humanisme dont vous avez parlé tout à l'heure. Je vous remercie tous pour votre attention. Okay. Merci. Merci beaucoup, professeur Sémé. Le consentement éclairé dans la pratique médicale. Plusieurs questions. Quand on fait la recherche, on insiste qu'il y ait une notice d'information. Le comité d'éthique, avant d'autoriser le projet de recherche, relit cette notice d'information en se mettant à la place du potentiel participant. Et donc, il y a un formulaire et il y a le temps. Mais lorsqu'il s'agit de la pratique médicale, la notice d'information destinée aux patients, elle n'est validée par aucun comité d'éthique préalable. Il s'agit d'un soignant plein de son savoir-faire, de son savoir savant et potentiellement de son savoir-être, qui doit convaincre quelqu'un qu'il est la personne qui doit le soigner. Et l'autre en face, le patient, en quête de santé, en situation vulnérable, devrait signer. Première question, est-ce que c'est lui qui signe ou bien c'est celui qui paye pour ses soins qui doit signer? Nous sommes rentrés au Cameroun. Est-ce que le malade ou c'est sa famille? Et cette personne qui l'amène à l'hôpital a telle qualité? Ok, on a la pièce. Le niveau d'éclairage, qui l'apprécie, qui l'évalue alors qu'on est dans la démarche de soins? On peut poser plusieurs questions comme ça. Et cet ouvrage a le mérite de nous donner un canevas pour pouvoir poser les bonnes questions en cas de conflit
Est-ce qu'effectivement, le consentement était dans une relation de confiance entre deux individus d'égale dignité, comprenant bien ce qui leur arrivait? Je crois que c'est assez explicite. La parole va circuler dans la salle. Il n'y a pas de réponse juste. Il y a des commentaires, il y a des questionnements qui sont tous presque toujours justes, au sens que de ce qu'ils naissent des incertitudes. Et c'est à partir de ces incertitudes que nous pouvons ensemble nous mettre d'accord sur ce qui est l'agir juste dans ces situations de vulnérabilité particulière. Il y a des dispositions qui sont prises pour les malades aux urgences. Est-ce que, lorsqu'elles ont été prises, ces dispositions, l'application est conforme à ce que l'on accepterait comme étant juste? Autant de questions. Alors, comme d'habitude, ceux qui veulent prendre la parole lèvent le doigt. Quand ils prennent la parole, ils se présentent et ils participent. Sentez-vous dans l'esprit du café. Au café, on cause et on écoute chacun argumenter. Oui. Voilà, le docteur Zoua. Premier rang en couche. Oui, allez-y. Bonjour, je suis docteur Zoua, je suis médecin légiste. Alors, je prends la parole à la suite du professeur Semet. Professeur, vous êtes là comme auteur également. Permettez que je vous bouscule un peu dans ce qui peut sembler être un acquis, mais qui peut-être ne l'est pas, parce que nous sommes là pour élargir la discussion. Le débat qui peut être soulevé est le suivant. Le consentement en médecine clinique, je reviens à l'hôpital, qui est une transposition du consentement à la recherche, est-ce qu'il a vraiment sa place? Ça peut choquer qu'on demande s'il a vraiment sa place, mais est-ce qu'il a vraiment sa place en médecine clinique? Pourquoi? Le médecin qui est, entre guillemets, accusé de super pouvoir ou bien d'abus de pouvoir, parce qu'au fond, c'est ça les fondements du consentement. Il a déjà avec lui le serment qu'il a pris. Et si on rentre dans les fondements de ce serment-là, on va se rendre compte que tout ce qui est demandé au plan éthique, qui est retrouvé sur le consentement, se retrouve dans ce serment-là. La relation entre le médecin et le patient, qui est le contrat médical, que vous connaissez bien mieux que moi, est-ce que cette relation, est-ce que ce contrat médical-là, s'il était formalisé tel qu'il est enseigné, ou bien tel qu'il devrait être fait, ne remplacerait pas le consentement éclairé en médecine? Est-ce que le consentement sous sa forme n'est pas plutôt une soustraction du patient à ses obligations? Plusieurs questionnements. Et je vais chuter avec le dernier questionnement qui peut blesser encore. Est-ce que le consentement éclairé en médecine est vraiment éthique? Si on rentre sur les bases de l'éthique, c'est-à-dire les 4 principes de Georgetown les plus simples, l'autonomie. Est-ce que le patient qui donne son consentement à ce qu'il y aurait, et je parle conditionnel, lui aurait expliqué le médecin, est vraiment en situation de discernement tel que cela est prescrit? À mon avis, non. Celui qui me dit oui, je lui dirais, peut-être n'a pas encore été malade au point de sentir la mort arriver. La bienfaisance, le serment que nous prêtons, nous le rappelle déjà. La non-malfaisance, c'est déjà le cas. La justice, l'équité, c'est déjà rappelé. Pourquoi le consentement? Est-ce qu'il a vraiment sa place?
Merci pour la parole. J'aime ça. Est-ce que le consentement éclairé a vraiment sa place? Oui, d'autres prises de parole. La réponse, toute simple à la dernière question, le médecin peut avoir des super pouvoirs, mais le respect de la dignité et de l'être en face doit reconnaître que lui aussi, il a autant de pouvoir que le médecin. Et le plus grand piège, et je pense que c'est essentiel, Dr Zouab touche des points qui vont nous réveiller tous. Ça se raconte comme une boutade dans les collectivités médicales où on fait un peu de philosophie. Les soignants sont les amis de Dieu. Là où il a donné 7 péchés capitaux aux autres hommes et femmes, il n'en a donné que 2 aux soignants. L'abus de pouvoir et le conflit d'intérêts, pendant que les autres ont 7 péchés capitaux. N'est-ce pas? Les 2 là, ceux qui sont soignants, je vois beaucoup sourire. Souvenez-vous bien, si vous avez fait votre cours de déontologie, s'il y a 2 péchés capitaux qui courent après les médecins en particulier, plus ils augmentent en grade, plus ils ont l'expérience, c'est l'abus de pouvoir et le conflit d'intérêts. Et justement, la place du consentement éclairé du patient ou de sa famille, rien que pour rééquilibrer à toute sa place, j'en suis convaincu, justement pour rappeler, pour faire cette piqûre de rappel aux pontifes, aux éminences, que non, en face, il y a un être humain qui est digne et qui a droit à la parole et qu'on doit écouter cette parole au premier lieu. Oui, j'avais un autre doigt devant, juste pour la provocation. Je n'ai pas vu. Professeur Saint-François, cinématologue. Alors, justement, pendant qu'il était en train de parler, je faisais une réflexion. Oui, consentement éclairé, d'accord, ça a sa place. Mais est-ce que ça a sa place tout le temps? Et si ça n'a pas sa place tout le temps? La question d'avoir sa place se pose. Parce que ça va se dire à quel moment. Et dès qu'on dit à quel moment, ça devient quelque chose, à mon avis, de subjectif. Voilà ce que je pense. Ok, avançons. Dans sa place tout le temps, et il peut y avoir des substituts. Lorsque quelqu'un est en incapacité d'agir, il y a des témoins qui peuvent servir. Il y a des dispositions qui sont en place pour faire face à l'abus de pouvoir. C'est pour ça que même au tribunal, tout le monde sait que quelqu'un a tué, on lui donne quand même un avocat. N'est-ce pas? Parce qu'il y a cette notion-là que chaque être humain a une dignité et il faut qu'elle lui soit reconnue. Donc, la voisine de professeur Gossac, pour la parole, oui. Merci pour la parole donnée. Moi, je vais poser sur la table un cas pratique. Je suis Madame Nola, médiatrice à l'hôpital central. Une jeune fille de 15 ans accouche de prématuré. Elle est ramenée à l'hôpital par les voisins. Elle habite avec son frère qui est mineur, lui aussi. Il a 17 ans. Les enfants sont prématurés. Déjà qu'elle n'a rien en arrivant à l'hôpital, les affaires sociales se proposent de prendre en charge le traitement des enfants. Elle reçoit un message de son père qui est au village, qui demande de sortir de l'hôpital. Les médecins estiment qu'en l'état, les bébés, dès qu'ils vont traverser le seuil de la maternité, la probabilité de survie est de 0%. On est en contexte de pluie et là, il se pose un problème. Le frère dit, ok, je suis du côté des médecins. Le père dit,
elle doit sortir. Donc, voilà le genre de situation qui se pose souvent. Et finalement, la jeune fille se met hors de la barrière et dit que si vous ne me donnez pas mon bébé, je ne sors pas. Donc, on entre en contact avec la famille. Le père dit, l'enfant doit venir me retrouver. Quelle est la place du consentement éclairé dans ce genre de cas? Ok. Question enregistrée. Autre prise de parole. Ok. Merci pour ça. Et bon, je ne vais pas encore dire merci pour ce séminaire. Mais quand je venais ici, peut-être je suis venu en retard, je m'attendais quand même à quelques diapos pour ce qu'il fait dans le cours et que je connais et il sait qu'il connaît. Mais malheureusement, on a plutôt présenté un livre. Et c'est pas ça qui m'a surpris. C'est mon voisin surtout, hein, ces questions provocantes là m'ont vraiment un peu dit, je veux parler. Quand il demande que tout est dans le serment, non. Le serment, c'est, je crois, quelle que soit la forme d'écriture, c'est une page. Il y a des mots dedans et des concepts qui se reprennent et qui doivent se faire comprendre et bien exécuter. Et on le réexplique. Déjà que les 4 principes sont contenus dans le serment, mais vous voyez que c'est seulement l'autonomie du patient que l'on veut faire. Ça induit justement cette notion de consentement et qui fait que on doit suffisamment expliquer. Et en passant pour cela, j'aime beaucoup plutôt le terme anglo-saxon, inform, consent. On t'informe d'abord avant que tu consentes. Ne pas seulement te donner des informations, mais tu dois comprendre. C'est ce que le professeur dit dans le suivant, c'est un langage dans le livre. Tu dois comprendre avant de prendre part. Ce n'est pas souvent le cas. Donc, j'ai dit bien à mon voisin qui est parti plutôt du consentement en recherche pour lui dire que s'il faut le faire en clinique, ça peut être temps. Non, ce n'est pas cela à mon avis. Donc, le serment ne constitue pas le serment ne constitue pas un consentement. Mais vraiment, pour revenir au livre, le professeur a dit au départ qu'il n'y a nul pareil dans la matière ou dans les livres venus d'ailleurs. Bon, peut-être c'est un lapsus. Vous dites que non, peut-être, moi je le connais et je pense que c'est le premier du genre pour notre pays. Et c'est déjà ce qui peut être dans ce livre. C'est pourquoi je cherche à l'acquérir. Quel que soit le cas, particulièrement c'est la clinique. Il faut l'avoir, il faut le lire, il a contextualisé, il a pris l'exemple concret qui permet de mieux comprendre notre contexte. On vous dira le contexte américain, vous ne vous retrouverez jamais, pas toujours. Le professeur aborde déjà le temps d'intervention pour un consentement. Mais naturellement, quand il dit en 5 minutes, même en urgence, en 5 minutes, est-ce que on a même compris ce que vous vouliez dire? Quelle que soit la forme à laquelle vous voulez le dire. On n'a même pas le temps de comprendre. Vous prenez un patient qui arrive, il a une fracture, et directement on doit faire une histosynthèse, on lui dit il faut 800 000. Il n'est pas sorti de sa maison en se préparant à cela. Même en dehors des frais, il y a l'acceptation du geste et de ce que ça implique envers toute ta famille. Ça dépend de ce qu'il représente dans la famille. Mais quelque chose qu'il représente, ça implique toute une chaîne de personnes. Donc, c'est pour cet aspect que nous disons que non, un consentement pour une opération programmée, ça peut prendre même des mois. Il ne faut pas se le dire. Mais en urgence, on fait l'urgence. Personne ne le dit et chacun essaie à sa manière. Tout ce que nous avons constaté dans notre pratique clinique, c'est que même dans ce pays, la notion de consentement ou bien consentement avant l'intervention, avant une procédure, n'est pas appliquée de la même façon selon que on est dans le monde anglo-saxon ou latin. C'est strictement de côté. Même si on a 5 minutes, on doit signer. Je ne prendrai pas mon bistouri si les gens n'ont pas signé la fiche d'anesthésie. C'est ça qui se passe. Ça se passe bien ici. Ça ne sert à rien. On nous a souvent conseillé qu'il faut être méfiant. Parce que les mêmes patients pour lesquels vous avez dit quelque chose qui ont accepté, ils reviendront contre toi quand l'issue ne sera pas favorable. Et comme le professeur a aussi bien dit, vous n'avez peut-être même pas bien documenté. Et
On ne viendra pas, vos collègues, vos confrères ne vous poiront pas, même vous poiront entre guillemets. Donc, en fait, ce livre est de temps plus à lire, parce qu'effectivement, tel qu'il l'a présenté, il dit que je veux bien l'avoir, il a évalué les consentements, tels que fait chez nous. Très important. Et sûrement, nous savons déjà ce que ça peut se trouver dedans. Que c'est avec les délais très courts, les surprises, et le patient risque de signer beaucoup plus, parce qu'on lui a dit, avec l'exemple, parce qu'on lui a dit qu'il y a un rabais, pour dire que s'il ne signe pas tout de suite, il perd de ce montant. Non, ça, c'est des situations vraiment réelles. Mais une chose est sûre, on peut mettre tout en un. Mon voisin qui a parlé du serment, si on le relit régulièrement, naturellement, on va comprendre que ça rentre dans cela. Les principes éthiques, ils sont. Mais il faut le comprendre pour le faire. Donc, vraiment, c'est ça qui était vraiment ma préoccupation. Et je dis encore merci pour ça. Autre prise de parole. Et oui, on avait du coup. Oui, bonjour à tous. En fait, je m'excuse parce que je n'ai pas lu l'ouvrage et je suis arrivée un peu en retard. Pour ce qui concerne la pédiatrie, on ne peut pas faire la pédiatrie sans consentement, sans adhésion parentale. Ça, vraiment, s'il y a des gens ici qui s'occupent des enfants, il faut qu'ils sachent que même la simple perfusion qu'on va mettre à l'enfant, il faut expliquer aux parents ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, quel est le bénéfice de le faire et quel est le risque de ne pas le faire. Je ne parle pas de la ponction lombaire, je ne parle pas de la mise sous photothérapie. Il n'y a pas un seul geste. Parce qu'en pédiatrie, comme on dit, on soit un enfant, on soit le parent, qui est là et qui est souvent même partenaire de soins. C'est impossible. Et je dis encore, on avait ce livre, Le médecin, le malade, la maladie. La médecine, je veux dire, indépendamment de la recherche, le consentement aux soins est un standard. C'est un standard, je ne sais pas. Mais les malades ne sont pas des copains. Il doit adhérer, ça fait partie du droit du patient. Il doit savoir de quoi il s'agit. Moi, les malformations, quand je donne les histoires, très souvent d'ailleurs, quand vous devez expliquer quelque chose aux parents, prenez un papier et vous dessinez. Il va comprendre et il va adhérer quand l'information est bonne. Mais quel parent ne veut pas que son enfant guérisse? Quel patient même ne veut pas guérir? Donc, c'est ce raccourci que les gens font. Ils infantilisent les gens, ils pensent que les gens ne vont pas comprendre. Expliquez-leur. Je veux dire que même la CSU, en guillemets, on a vu des parents, parce qu'ils ont compris ce qu'on va faire à l'enfant, ils vont aller chercher l'argent pour qu'on soigne l'enfant. Donc, c'est ce travail. Il faut communiquer. La communication avec le patient, avec le parent. C'est un standard de soins de qualité. J'insiste. Dans la qualité de soins, il faut expliquer ce qu'on va faire. Il faut anticiper sur les risques. Parce qu'il ne faut pas qu'on arrive à une médecine qui va bientôt être, vous êtes bientôt être supplanté par l'IA parce que vous ne communiquez même pas avec le patient. Maintenant, je vais dire, j'ai travaillé cette année également dans une formation sanitaire récemment. Il y avait de très bonnes fiches de consentement, y compris pour l'hospitalisation, y compris par exemple des fiches de refus, par exemple de photothérapie. Mais quand l'information est bien donnée, les refus sont rares. Généralement, les consentements sont faits. Dans quelle situation est-ce qu'il faut signer? Ça, c'est à voir. Je parle du soin. Maintenant, je vais revenir sur un cas que j'ai observé récemment. Ça sort de ma spécialité. Parce que quand on regarde les fiches de consentement, notamment en chirurgie, il y a des données manquantes. Dans certaines fiches, on dit que le patient doit donner l'accord pour tout acte imprévisible qui surviendrait lors de la chirurgie. J'ai vu un cas récent où en réalité, si ça avait très bien été expliqué, parce que le patient, si on avait décidé de faire une amputation, parce que en cours de la chirurgie, blessure vasculaire, grosse blessure vasculaire, on ampute ou on n'ampute pas, parce qu'on veut être salvateur, on décide, on appelle un parent X qui dit non, soyez conservateur. Malheureusement, dans la conservation et tout ça, il est décédé. Alors que si on avait amputé, et ça pose la question de savoir, est-ce que ces fiches expliquent bien
que tout événement, j'ai repris des fiches de consentement des pays dans lesquels on doit expliquer avant l'acte chirurgical qu'il est d'accord pour tout événement imprévisible. Ce n'est pas qu'on s'attend à ce que ça survienne, mais tout ça, ça peut être important. Donc, mon message ici, c'est que pour les adultes, je veux pas trop me prononcer, mais en pédiatrie, c'est une obligation, c'est impératif. Le parent doit comprendre. Et maintenant, quand on avancera, quand j'aurai lu le livre, il faut savoir qu'à un certain âge, les anglo-saxons, ce qu'on appelle assent. C'est-à-dire que l'enfant, même s'il ne peut pas encore donner son consentement, d'être 7, 8, à un certain âge, il doit quand même pouvoir donner son assent avant de pouvoir donner le consentement. Donc voilà ma modeste contribution et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette note. Le docteur Zoa, ce que j'aime avec le docteur Zoa, c'est qu'il a l'art d'appuyer là où les gens vont dire le fond de leur trip. Il prêche le faux pour connaître le vrai. Merci beaucoup. J'ai vu un doigt derrière le docteur Zoa. Allez-y. Merci pour ça, pour la parole. Je me nomme docteur M. Lonel, nouvellement docteur, la faculté de médecine de Yaoundé. J'aimerais savoir, ayant fait ma thèse avec le professeur Semen, je voulais savoir, le consentement, il s'agresse à l'acte ou également au praticien qui explique l'acte qui va passer l'acte. Parce que dans le cas où nous sommes des étudiants, par exemple, après que le mec ait expliqué l'acte au patient et qu'il ait consenti à ce qu'on lui applique cet acte-là, est-ce que si finalement c'est un étudiant qui est amené à poser cet acte, est-ce que dans le cas où ça se passe malheureusement mal, le patient peut intenter une poursuite contre soit l'étudiant, soit le praticien qui a réussi à convaincre le patient de consentir à cet acte-là? Merci. Bonne question. Est-ce qu'il y a des Oui, merci de me passer la parole, professeur. Le jeune médecin légiste tout à l'heure a parlé de deux contextes. Il a parlé du contexte de soins en milieu hospitalier et du contexte de la recherche. Et moi, je vais beaucoup plus insister sur l'aspect recherche, le consentement en contexte de recherche. Je ne me présente plus, beaucoup de gens ici me connaissent, je suis à la tête, je suis le doyen, parmi les doyens des drépanocytaires. Et je vis dans cet hôpital où j'y suis né et peut-être bientôt... Bon. Alors, depuis mon enfance, l'hôpital, pour moi, ce que j'ai remarqué, pour reprendre une expression d'un grand anthropologue, Peter Sloterdijk, c'est le parc humain. Tous les chercheurs du monde, du Cameroun, sont passés parfois par l'hôpital central. Et on va vous dire, il y a un chercheur qui est là, il fait des recherches sur votre maladie, alors vous allez vous soumettre. Je ne vais pas revenir sur des aspects qui ont été évoqués tout à l'heure. Vous êtes en situation de vulnérabilité. Le chercheur est là, il fait sa recherche pour vous sauver, vous dit-on. Alors, vous devez accepter, vous êtes soumis au chercheur. Parfois, certains de mes congénères ont gardé des séquelles parce qu'une ponction lombaire a été mal exécutée. Ils en sont sortis pratiquement handicapés. Ça, je vous le dis. Et donc, aujourd'hui, pour revenir au contexte actuel, je suis très curieux. J'aime bien la discussion philosophique. Heureusement, on a beaucoup plus de médecins et de directeurs philosophes aujourd'hui. Donc, d'où le café éthique. Alors, nous sommes soumis à une injustice dans le contexte de la recherche. Le professeur Semé, je suis content de le voir. Je n'ai pas encore lu son ouvrage. J'ai une bibliographie, une bibliothèque très fournie, mais je vais faire un effort pour l'acquérir. Amandine Flicker, votre collègue canadienne, parle d'injustice épistémique. Comment faire pour que malgré votre vulnérabilité, que votre interlocuteur en face reconnaisse que vous avez une certaine connaissance
de vous-même, de votre corps, et que s'il veut vous soumettre à une forme de recherche, vous avez votre mot à dire. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui parle du corps marché, Céline Fontaine. C'est-à-dire que le corps est devenu, dans notre contexte postmoderne, un objet de marché. Très souvent, les chercheurs arrivent, ils prennent des données, ils disparaissent dans la nature. Et vous n'avez pas le droit de revendiquer quoi que ce soit en retour. Il n'y a qu'un seul chercheur, alors qu'il était étudiant, qui faisait ses recherches, il faisait des prélèvements grâce à notre aide, mais qui prenait toujours soin de réunir les parents, les familles, des jeunes enfants de 7-8 ans, de leur dire, voilà ce que j'ai trouvé par rapport à mes prélèvements. C'était vraiment exceptionnel de la part de ce monsieur. Il ne vit plus au Cameroun. Bon, je préfère taire son nom. Mais pour dire quoi? Pour dire que méfions-nous. Les gens viennent avec leur branding. On vous présente un document, tel organisme ceci, tel organisme cela va financer la recherche vous concernant. Mais lorsque vous avez le toupet, je dis bien le toupet de demander à la personne à qui on a confié la cagnotte, que mais en retour, nous aurons le retour de cette recherche quand vous devenez l'homme à abattre. Donc voilà un peu ce que je voulais dire en matière, dans le contexte de recherche. Thank you, Professor. Thank you, Professor Samer, for this work on consent. I am Mukpo Nembo. I work with the Division of Health Operations Research, and I'm a jurist. So I have a first preoccupation, which is with respect to the concept. We talked about consent in medicine, from what I saw. But looking at this topic, it is actually consent in the medical practice. Consent in the medical practice. Because we have used several times the word le médecin, the medical doctor must request consent. It raises one question. Is it only the medical doctor who has to request for consent? Coming back to our context, Cameroon, we have structures that we don't have any medical doctor there. There are nurses, there are other practitioners who are there, health professionals who are there. Are they supposed to request consent? Do they carry out interventions? We take the case of the laboratory. When going to the laboratory, there is an intervention. They have to draw blood, for example. It is actually a violation of your autonomy. Are they supposed to request for consent? Is there a form that captures at the level of the health facility from step 1 consultation, medical doctor, analysis, operation till the end that brings out all the elements of consent? The second thing she brought out was with respect to age of consent. Today, a lot is being said about the age. Below 21, you must request for consent, for assent. You must request for assent. Plus parental authorization from the father, consent from the father. It has been said for those who are below 21. And then in research, they say from 12 years, you have to give assent. And then the other, there must be parental authorization. My question is, we have limited the age to 12 years and below 21 because of the cognitive capacity of the kid not being able to understand. But when you go past the age of 80, 90, do we request for any authorization? Do we request for any legal assistance? Somebody that represents this person? Is there a cognitive evaluation to say, above the age of 80, 90, this person cannot really appreciate this medical intervention?
So these are questions on consent that they remain a desire to find solutions to. So thank you, Prof. That is what I wanted to bring up. Thank you. Mr. Yomo, you are behind. Oui, merci, Monsieur le directeur, de me passer la parole. Je me réjouis du fait que l'auteur du livre sur lequel nous sommes en train de réfléchir soit présent. Et lui-même, dans son propos, a donné quelques lignes directrices par rapport au contenu sur le plan strictement idéologique. Je me réjouis également de votre préface verbale que vous avez faite, Monsieur le directeur, par rapport à ce livre-là. Je me dis que ce livre pose un problème philosophique très fondamental, la liberté de l'homme. C'est la liberté qui est au centre, le respect de la liberté de l'autre. Autrement dit, le consentement du patient ou de la famille n'est autre chose que l'expression de leur liberté par rapport à un projet qui est soumis à leur attention. Certains esprits ont peut-être pensé que le consentement n'a pas sa place. Mais je voudrais que nous revenions un peu à la pensée sartrienne. Que dit Jean-Paul Sartre dans les Messages? Tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. Jean-Paul Sartre dans les Messages. Alors, quel est le problème qui se pose là? C'est que nous sommes en face d'un projet thérapeutique qui doit à tout prix aboutir pour la santé du patient. Et ne dit-on pas que tous les chemins mènent à Rome? S'il faille passer par là, nous ne pouvons ne pas y passer pourvu que le patient soit sauvé. Mais je me rends compte à l'évidence que jusqu'ici, je n'ai pas, sauf si c'est moi qui suis mal informé, je n'ai pas encore vu un cadre réglementaire pour les législatif. Quand je parcours la Constitution de 1996, il est dit que la santé relève du domaine de la loi. Or, le problème qui se pose ici est un problème qui devra absolument être encadré par la loi de la République. C'est là alors que devraient intervenir les spécialistes en médecine, les spécialistes en chirurgie, les spécialistes en gynéco-obstétrique, les spécialistes en pédiatrie, pour élaborer la loi fixant les orientations de la mise en application du consentement éclairé. Les filles seules ne suffisent pas. Dès lors que ces filles-là ne s'appuient pas sur une loi, elles ne peuvent vraiment pas servir de document de base pour justifier l'acte posé. Et une fois la loi préparée, elle sera défendue au Parlement par le ministre de la Santé avec un bon exposé de motifs. Et au terme de cette loi, le ministre pourra donc le reconvertir en acte réglementaire pour une bonne compréhension, pour que les acteurs qui interviennent dans le secteur, dans le fonctionnement des formations publiques, puissent l'appliquer avec beaucoup plus d'aisance et de compréhension. Voilà ce que j'avais à donner comme petite contribution par rapport à ce problème qui est fondamentalement important ce soir dans le cas du café éthique. Merci beaucoup. Vous nous faites avancer déjà vers les perspectives. Donc, restons de ce côté. Après, nous revenons là. Deuxième ligne derrière, puis... Merci, monsieur le directeur, pour la parole. Je suis Wati Moussa, major du BUC, bloc des urgences. Dans le cadre de notre pratique, nous voyons que le consentement éclairé est plus focalisé sur l'acte qui sera posé. Par contre, avec l'avancée de la technologie et de l'intelligence artificielle, il nous arrive, pour l'avancée de la science, de matérialiser certaines images pendant l'acte. Or, cette matérialisation ne ressort pas dans le consentement éclairé qu'a signé, que ce soit le patient ou bien la famille. Comment gérer cet aspect? D'accord, ok. Ok, merci, je suis Monsieur Etomo. Moi, je viens du village, donc je n'ai pas d'étiquette comme les autres, mais c'est toujours un plaisir pour moi d'assister à ce genre de débat. Bon, ma question va s'adresser aux médecins légistes. Excusez mon inculture. L'acte qu'on pose après la mort du patient, du malade, a-t-il besoin de consentement de qui? Pourquoi? Comment?
Et la deuxième question, je n'ai pas beaucoup vu, je ne vous ai pas vu aborder l'influence des convictions religieuses quand vous avez parlé. Bon, j'aime souvent, de temps en temps, j'ai l'occasion d'avoir un téléphone, j'aime souvent voir mes médecins, il est rwandais, avant d'opérer, ils chantent, ils prient. Comment on peut apprécier ça? Parce qu'ils peuvent s'en trouver qui ne sont pas des mêmes convictions que lui et qui n'accepteraient même pas. Bon, je sais que lui, il est chrétien. Bon, je voudrais comprendre un peu à ce niveau-là. Et pour terminer, le professeur faisait, je crois que c'est lui qui faisait la note de lecture, il a semblé dire que le livre est excellent parce qu'on doit le mettre dans le programme, mais c'est un livre. Vous n'y avez rien trouvé à redire, à ajouter? Bon, merci. Merci. Après, la parole va revenir ici. Merci, monsieur le directeur. Alors, tout à l'heure, j'ai dit à quel moment, vous avez dit, on trouvera tous les moyens. La question, vous avez posé une question au départ, c'est sur ça que je me basais, c'est est-ce que tous ceux qui sont autour du patient agissent pour le bien du patient? Ceux qui peuvent donner le consentement au moment où le patient n'est pas capable de le donner. Je prends un exemple. J'ai un enfant dont les parents sont témoins de Jéhovah. Il a besoin d'être transfusé. Il est drépanocytaire, expérience vécue. Il a besoin d'être transfusé. Nous tous, nous voyons qu'il a 3 grammes d'hémoglobine et que si on ne le transfuse pas, il va décéder. Et les parents vous disent, on ne va pas le transfuser. Jéhovah refuse. J'ai eu la chance d'avoir ce cas en Afrique et en France. J'ai eu la chance d'avoir ça. Alors ici, évidemment, j'ai vu malheureusement l'enfant décéder. J'ai la chance d'être en France. Comme par hasard, j'ai ce genre de situation. Et sauf que j'ai l'assistante sociale qui me dit, on peut faire une déchéance de l'autorité parentale. Ce qu'ils ont fait tout de suite, c'est-à-dire que dans les 2 heures, j'avais le droit de transfuser le patient. Dans les 2 heures, c'est-à-dire que dès que j'ai posé le problème à l'assistante sociale, elle a pu saisir le juge des enfants et on a pu sauver l'enfant. Donc, me voici donc. Les apparents, moi je suis dans mes principes de Georgetown. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? C'est pour ça que je reviens. Est-ce que ceux qui sont autour du patient veulent vraiment le bien du patient? Merci. Okay. Merci beaucoup. La parole va revenir ici un moment. Le professeur Sémé, il y a eu plusieurs contributions, plusieurs questions également qui nécessitent des éclairages. Pendant que vous apprêtez, le consentement éclairé en médecine, l'ouvrage a été commis. C'est un ouvrage collectif qui pose un jalon important. Et rien que parce qu'il pose ce jalon, critiquer un jalon dans un domaine où vous êtes né dans la forêt, le jalon, on coupe un morceau de bois, on le plante, il sert de jalon, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque vous avez la culture métisse, vous allez avoir des jalons qui peuvent être en chêne, qui peuvent être en métal, et certains posent des jalons qui sont en étain, ou peuvent choisir n'importe quel métal. Dans le cas d'espèce, la critique de cet ouvrage va être sur est-ce que nous sommes allés suffisamment loin dans cet ouvrage pour poser certaines questions sur quand, et les questions se sont posées là, le consentement dont nous parlons s'adresse à qui? À celui qui est supposé subir, à celui qui est supposé bénéficier. Pourquoi on exige ce consentement? Est-ce
pour la peur de la loi, mais le contexte a été posé, il est loin d'être exhaustif dans la mesure où en discussion ou en questionnement éthique, l'agir juste va essentiellement dépendre du contexte. Et lorsqu'on parle du contexte camerounais, c'est prétentieux. C'est un contexte continental. Et même dans un arrondissement de ce continent, le contexte peut être extrêmement varié entre une rivière, d'un côté d'une rivière ou de l'autre côté de la même rivière. Donc, essayer d'aborder dans le volume qui a été donné, effectivement, ce n'est pas, n'est-ce pas, un précis encyclopédique mais les questions juste sont posées. La problématique de la loi, qui est même également abordée. La problématique de l'évaluation de ce qu'est le consentement éclairé, avec une grille de lecture critique du consentement, sont abordées. Rien que pour ça, la dimension exploratrice ne laisse pas d'espace pour le lecteur critique. Si je lis le livre de Livingstone au Congo, il raconte son exploration. Que vais-je critiquer? Peut-être que si je veux comparer les chroniques de Nachigal à celles de Livingstone. Mais comme je n'ai pas lu les critiques les chroniques de Nachigal et que je n'ai lu que celui de Livingstone, j'apprécie celui de Livingstone. J'apporte cette réponse-là parce que M. Etomo dit qu'il est du village, mais c'est un grand écrivain. Il est à N+ livres et la critique littéraire est quelque chose qu'il connaît bien. Donc, je passe la parole maintenant que le prof Seméa a mis de l'ordre dans les multiples questions. Merci, monsieur le directeur. Alors, effectivement, si je dois commencer par dire quelque chose, autorisez-moi à remercier tout le monde. La question que nous nous sommes posée lorsque nous avons commencé à rédiger ce bouquin, cet ouvrage, c'était s'il avait sa place. Est-ce qu'un tel ouvrage avait sa place aujourd'hui? Et quand je vois les réactions, je ne peux que me dire oui, il avait sa place. Il a déjà le mérite de susciter le débat, de rappeler les éléments importants, mais surtout, ceux qui sont les co-auteurs, qui sont dans la salle, ne me démentiront pas. La plupart, voire pratiquement tout ce qui a été posé comme question, sont des problématiques abordées dans cet ouvrage. Je reviens sur ce que j'ai dit. L'ouvrage fait suite à une expérience, et là je suis en train de m'adresser au docteur Zoa, qui a ce même problème, qui fait suite à une exigence aujourd'hui que nous connaissons, c'est-à-dire celle des tribunaux. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, il y a deux éléments à retenir. Le premier, le consentement éthique, est une exigence juridique. Pas de consentement, votre responsabilité peut être engagée devant les tribunaux. Donc, c'est même pas une question de volonté. Deuxième exigence, cette-là, elle est plus éthique. C'est la participation du patient à son traitement. Nous soignons, mais le corps se guérit lui-même. Et plus nous adhérons au traitement, plus vite le corps se guérit. Voilà les deux principes. Une exigence juridique et une exigence éthique. Ayant dit cela, vous me permettrez de parler un peu, monsieur le directeur, comme je parle souvent à mes étudiants. Je leur dis au plan éthique, en tout cas quand il s'agit de médecine, il y a deux questions qu'on se pose. Qui est l'acteur, c'est-à-dire qui est le soignant, et qui est le bénéficiaire, c'est-à-dire qui est le soigné? Qu'importe
et là je tag monsieur le directeur à ma droite, qu'importe si le payeur est le plus riche, ce n'est pas lui le patient. Ce n'est pas parce que vous payez que vous décidez. Je vous donne un exemple que nous connaissons, vous et moi. Une famille avec le principal financier qui a un problème, une insuffisance rénale et il doit bénéficier d'une transplantation. Il y a dans la famille un neveu désœuvré qui vit un peu au basque des parents et qui a le rein qui suffirait ou qui irait. La question c'est, peut-il donner son rein? Donc on lui dit, bon, celui qui porte toute la famille a besoin d'un rein. S'il meurt, la famille tombe. Donc il faut que tu prennes ton rein et on lui donne. Et il dit non. Alors à partir de ce moment, où commence le droit, où commence la liberté? Donc voilà résumé un peu le consentement. Est-ce parce que je paye que je dois décider de votre vie? Parce que les implications, je vais les dérouler après. Vous allez voir. Docteur Zoa nous demande quelle est la place du consentement éclairé en médecine. Il souhaiterait le remplacer par un contrat médical. Je suis d'accord, hein, c'est très bien. C'est ce que font les chirurgiens dentistes. Les chirurgiens dentistes font signer un contrat de soins. Mais vous et moi savons qu'ils sont devant les tribunaux. Parce que le contrat de soins ne mentionne pas explicitement tout ce qui doit être. Et ça me permet d'aborder un élément qu'on retrouvera dans le livre et que tout le monde doit avoir en tête. En fait, cet ouvrage permet à chacun de concevoir un consentement adapté à sa situation. Il y a 7 éléments qui, au plan juridique, sont recherchés quand on parle du consentement éclairé. 7 éléments, 7 points. Si l'un manque, alors on a un problème. Le premier, c'est les objectifs. Vous voulez poser un acte, pourquoi? Quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Le second, Madame la Présidente Jomnel l'a dit, quels sont les risques? Quels sont les risques possibles? Les risques fréquents. On ne dit pas tous les risques, mais quels sont les risques possibles? 3. Quelles sont les alternatives? N'y a-t-il que cette solution? Et là, je vais vers le professeur Ngossak. S'il s'agit d'une transfusion chez quelqu'un qui peut attendre et qui peut avoir des substituts, on ne comprendrait pas que le médecin, par exemple, impose la transfusion. Mais si nous sommes dans un cadre d'urgence, permettez-moi de vous rappeler qu'au Cameroun et partout ailleurs, en urgence, la personne qui décide, c'est le soignant. Dans une situation d'urgence vitale, le consentement n'est plus requis. Si vous n'agissez pas, vous pouvez être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Donc la question est simple, c'est pas de savoir si c'est un témoin de Jéhovah ou pas. La question c'est de savoir s'il y a une urgence vitale ou pas. Point. Et je continue. Le 4e point, il faut vérifier la compréhension. La maman qui vient du village, même si elle parle bien français, il y a des termes savants qu'elle ne connaît pas. Et vous et moi savons que dans tous nos consentements, ce ne sont que de gros termes. En gynécologie, il n'est pas rare de trouver écrit sur le consentement, excusez-moi monsieur le directeur, hein, je suis allé un peu en bas, hystérectomie. Je consens à la pratique de cette hystérectomie. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une hystérectomie. Je ne sais pas ce que c'est une amygdalectomie. Vous voyez, c'est même difficile à prononcer. Donc, il faut vérifier la compréhension. Est-ce que le patient a compris l'acte qu'on voulait poser, le projet thérapeutique? Est-ce qu'il l'a compris? Le 5e point, c'est la liberté et le contexte. Et là, permettez-moi de customiser le principe Ubuntu. Parce que vous l'avez dit, mais je vais aller plus loin que votre pensée. Actuellement, nous avons un Ubuntu métissé. Notre Ubuntu métissé. Ubuntu veut dire « je suis parce que nous sommes ».
La force de l'individu, c'est la force de la société. Oui, très bien. Mais dans nos sociétés, nous n'avons pas tous la même éducation. Certains sont très communautaires, d'autres individualistes. Certains aiment partager leurs souffrances, se rouler par terre, et d'autres préféreraient la discrétion. Et nous devons mélanger tout cela. La question c'est, est-ce que le patient a donné son accord en tout état de liberté? Est-ce que nous sommes dans un contexte de pression sociale? J'ai donné un exemple tout à l'heure. Ce sont des éléments qui nous permettent d'apprécier la qualité. Ensuite, les deux derniers éléments, c'est l'accord. Comment l'accord est-il manifesté? Dans mon village, il n'y avait pas les stylos. Et jusqu'à présent, les aînés, quand ils voulaient signifier un accord, ils crachent. Ils crachent toujours dans la paume de la main. Et puis la poignée de la main scelle l'accord. Alors, allez dire donc à mon arrière-grand-père qui est là-bas, qui doit signer, pour lui, ça n'a pas de valeur. Ce qui nous amène au dernier point, la traçabilité. Il n'a jamais été imposé un formulaire. Entendons-nous bien. Le but n'est pas de mettre en avant un formulaire, c'est de mettre en avant un processus qui peut être prouvé. Donc, aujourd'hui, en situation d'urgence, on n'a pas le temps d'écrire. Mais si on a parlé et qu'il y a un ou deux témoins, il y a quand même une traçabilité. On va plus loin. Quelqu'un a parlé de l'intelligence artificielle, des technologies, les téléphones aujourd'hui. Alors, je me permets quand même de vous dire que la jurisprudence reconnaît maintenant les testaments audiovisuels. Donc, dans certaines circonstances, un consentement audiovisuel a sa place. Donc, nous ne sommes pas figés sur le principe du papier, du formulaire. C'est les 7 points. Quels sont les objectifs, les risques possibles, quelles sont les alternatives? Ayant dit tout cela, est-ce que le patient a accepté librement de consentir, c'est-à-dire a donné son accord, et avons-nous un moyen de le documenter? Voilà ce que nous demandons. Dans le contrat médical, il n'y a pas tout ça. Et je vais dire à Dr Zoa que lorsqu'on prend par exemple les contrats d'assurance, nous tous qui avons des véhicules, je nous mets au défi d'avoir lu un jour le contrat d'assurance. On ne le lit pas. C'est la même chose avec le contrat médical. Les patients ne lisent pas. Ils vous disent juste, j'ai mal, je signe où. Mais quand le problème arrive, le même patient va vous dire, je n'ai jamais été informé sur ça. Voilà le problème, le contenu. Donc, ça me permet de continuer sur la question du professeur Gossack sur la temporalité. Le consentement éclairé tout le temps. Le consentement éclairé à quel moment? Cela est également débattu dans cet ouvrage. Nous devons comprendre qu'il s'agit d'un processus. Et je vais donner 3 exemples qui permettent de situer. Lorsqu'il s'agit d'un acte électif, césarienne élective, une chirurgie qu'on programme à l'aise, il est de bon ton qu'il y ait un délai de réflexion. Ailleurs, il est de 10 jours. Chez nous, quand on prend en compte le temps qu'il faut pour aller voir l'anesthésiste, pour réunir l'argent, en moyenne, 5 à 7 jours sont suffisants pour que le patient quand même se renseigne et donne son accord. Donc, lorsque c'est un acte électif, il faut un délai. Lorsque nous sommes dans une situation de semi-urgence, c'est-à-dire que nous prévoyons que la situation clinique puisse se dégrader. Et si elle se dégrade, on va devoir agir. La patiente est arrivée dans une atonie utérine. Bon, là, vous voyez, je suis passé dans un terme que tout le monde ne comprend pas. Donc, je ne pourrais pas avoir votre consentement. La patiente arrive avec un utérus qui ne contracte pas. Elle va accoucher, mais son utérus ne contracte plus après l'accouchement. Si l'utérus ne contracte plus, elle va saigner, et si elle continue de saigner, elle va mourir. Dans un cas pareil, le gynécologue sait
qu'il pourrait être amené à intervenir et à enlever l'utérus pour sauver la patiente. Cela peut se faire en quelques heures ou pas. À ce moment, il doit informer la patiente et il doit informer les accompagnants. C'est ce que j'appelle une situation de semi-urgence. Là, il faut un consentement avant l'acte. Même s'il est pris 10 minutes avant, 15 minutes, on doit l'avoir. Et pour ce qui est de l'urgence, comme je l'ai dit, le consentement se prend après. On sauve le patient. Ensuite, on l'informe de ce qui a été fait et on essaye d'obtenir son assentiment, son accord pour la suite du traitement. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, Madame Nola, qui a parlé de la jeune fille de 15 ans, accouchement prématuré, qui vit avec un enfant de 17 ans. Bon, les deux ne peuvent pas se prendre en charge. Il y a beaucoup de problèmes dans ce cas. Le premier problème, permettez-moi juste de glisser ça, 15 ans, 17 ans ne vit pas seul. C'est déjà un problème. Si vous vivez seul, il doit y avoir quelqu'un qui va être le détenteur ou la détentrice de l'autorité parentale. Il va y avoir un tuteur. Si dans ce cadre, les tuteurs, ce sont les voisins, ils peuvent être des interlocuteurs. Maintenant, vous avez corsé le cas en nous mettant une situation clinique assez particulière, la santé des enfants. Et un papa qui n'est pas au courant, qui n'est pas informé, qui demande que sa fille revienne. Et là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Sommes-nous dans un cas d'urgence vitale? Lorsque c'est une urgence vitale, la loi est de votre côté. Si vous n'agissez pas, ça c'est des cas que nous avons eu, je pense, docteur Mogué se rappelle de certains cas comme ça. Vous laissez la fille sortir, les enfants décèdent, le même papa porte plainte contre vous pour non-assistance à personne en danger, au motif que vous ne lui avez pas expliqué clairement le risque de danger. Et ça me permet de vous glisser une information. Nous nous sommes rendus compte, maintenant nous parlons des légistes, que lorsqu'on disait aux patients que s'ils sortaient, il y avait un risque de décès. On leur dit clairement, si vous sortez, vous risquez de mourir. Et si vous mourrez, nous ne sommes pas responsables. Donc vous, de la famille qui voulez qu'il sorte, est-ce qu'on est d'accord? Je vais écrire là que s'il sort, il risque de mourir. Est-ce que vous signez? 9 fois sur 10, il ne signe pas. Parce que le vrai problème qu'il y a derrière le consentement, monsieur le directeur a commencé par celui-là, ce sont les finances qui payent. Le payeur veut limiter sa facture. Celui qui est patient est otage du payeur. Donc, qui paye, c'est ça le vrai problème. Mais nous ne devons pas oublier la notion d'urgence qui nous protège. La notion d'urgence nous protège. Dans les autres cas, on quête. Alors, le professeur Njomlen a insisté sur l'explication aux parents et sur l'assentiment. Et ça me permet de revenir également sur ce que M. Ngou a dit pour apporter une précision. Il y a eu un travail qui a été réalisé au Cameroun. Il y a même un article qui a été publié sur le consentement en pédiatrie qui reprend tout ce que vous avez dit, Madame le professeur. Et qui avait deux conclusions. La première, c'est que l'assentiment de l'enfant doit être recherché dès lors que le soignant qui évalue rapidement ses aptitudes cognitives se rend compte qu'il comprend. Nous avons aujourd'hui des enfants 7 ans, 8 ans qui ont un raisonnement terrible. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ne comprennent pas. Donc il n'y a pas une valeur chiffrée, mais dès que le soignant évalue et se rend compte qu'au plan cognitif, l'enfant peut comprendre, son assentiment doit rechercher. Je vous dis merci. Et c'est un élément qui est débattu dans cet ouvrage. Alors, le docteur Messi, avec qui nous avons eu le plaisir de travailler, nous demande qui, en fait, qu'était le consentement. Et ça me permet de répondre à tout le monde, parce que toujours M. Ngou a demandé si ce n'était réservé qu'aux médecins. Non!
Le consentement éclairé en médecine, on aurait pu l'intituler le consentement éclairé dans les soins. Tous les intervenants doivent quêter le consentement. L'infirmière qui vient pour vous faire une injection doit vous expliquer ce qu'elle va faire. Elle doit vous expliquer la voie d'abord. Elle doit vous expliquer que vous aurez une petite réaction. On a eu un cas en expertise d'un monsieur qui avait une lombalgie et qui va donc se faire injecter. Anti-inflammatoire au niveau de la fesse, il quitte le cabinet de soins et il veut traverser la route. La douleur était telle qu'il n'a pas pu continuer. Il s'est arrêté, il s'est fait faucher par une moto. Il a porté plainte, le soignant a été condamné. Il n'avait pas expliqué ce risque. Quand il y a un délai, par exemple même de repos, on doit le dire. On ne cache plus les informations, il faut le dire. Donc, à qui est-ce qu'il s'adresse? Au maître ou aux soignants? C'est tout le monde. Vous êtes étudiant en 4e année, vous venez, bonjour madame, je suis étudiant en 4e année, je viens prendre votre observation. Ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on est plus digne. Mettez-vous à la place des patients. Vous voyez entrer, bon, moi je donne un exemple comme ça. À l'époque, nous, quand on nous apprenait encore en gynécologie, monsieur le directeur, le toucher vaginal, il y avait des dames dans la chambre et on était alignés les doigts comme ça. Et on entrait les uns après les autres, on entrait. Aujourd'hui, vous faites ça? Franchement, voilà quoi, on ne le fait plus. Il faut qu'on se rende compte que le paternalisme médical, ce n'est plus son époque. Nous devons informer. Alors, M. Ondoa a à juste titre cité notre collègue canadienne qui parlait de l'injustice épistémique. Oui. Mais rappelons quand même qu'il y a deux choses. Le soignant et le soigné collaborent ensemble pour un but commun, la guérison du soigné. Et quand ils collaborent, c'est son devoir, le verre à moitié rempli. Oui, il y a des devoirs et il y a des droits. Le droit, c'est qu'on informe. Le devoir, c'est que lorsque j'accepte le traitement, je l'accepte dans son entièreté. Ce n'est pas que l'acte, c'est le financement de l'acte, c'est également le lieu où ça va se passer, les conditions de réalisation. C'est ça qu'il faut dire. Et en réalité, nous péchons parce que nous disons aux patients, oui, on doit vous opérer, mais on ne lui dit pas ce que ça va coûter. On ne lui dit pas qu'il va passer 1 mois hospitalisé et que chaque jour, la facture va monter. On doit lui dire, vous avez besoin de ce soin, cela va vous sauver la vie, mais en contrepartie, il faut que l'Ubuntu agisse, que la famille soit appelée pour vous secourir. Donc ça, c'est ce que... Et je suis d'accord avec Céline Fontaine, le devoir de restitution est également, les anglo-saxons vont dire, compulsory, obligatoire. Nous rappelons d'ailleurs aujourd'hui à tous ceux qui ont des travaux de recherche, mémoire ou thèse, nous leur rappelons qu'ils ont le devoir d'aller restituer les résultats de leur étude à ceux qui leur ont accordé les autorisations. Sinon, à quoi servent toutes les recherches que nous faisons? Nous avons des centaines de recherches, mais elles ne sont pas exploitées. Donc, aujourd'hui, c'est une démarche qui, en tout cas, à la faculté de médecine, merci Madame le doyen d'être parmi nous, c'est une démarche qui est aujourd'hui mise en avant. Alors, il me reste 3 personnes. Monsieur Eloumou, qui parle de la liberté de l'homme, du respect de la liberté de l'homme par rapport à un projet qui lui est soumis. Oui. Tous les moyens sont bons pourvu que le patient soit sauvé. Non. Il y a exactement 24 heures, je dirais 36, en France, on a voté la loi sur l'euthanasie. Adaptons-nous. Il y a parmi nous des gens qui n'accepteraient pas de se retrouver dans des situations
d'humiliation. Je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour l'euthanasie, je le précise, mais je suis en train de rappeler que nous devons prendre en considération l'honorabilité des patients. On ne traite pas tous les patients comme on pense. Je vous donne un exemple. Certains soignants sont très directeurs, très physiques, très menaçants. C'est du paternalisme. Aujourd'hui, le paternalisme se condamne. Je vous donne, moi j'ai des exemples. Toujours la gynécologie, je vous présente mes excuses, mais c'est un domaine qui est très pourvoyeur de problèmes juridiques. Toujours jeune, lorsque nous étions que ce soit en gynécologie ou en pédiatrie, il y avait deux choses qui se faisaient. La dame qui à un moment refusait de pousser alors que la tête était au niveau de la vulve, pour qu'elle accouche un peu vite, la sage-femme lui donnait une petite tape en lui disant « Vas-y !» Et cette tape surprise, en général, déclenchait l'expulsion. Alors c'est très bien au plan médical, c'est une bonne technique, mais elle n'est pas validée. Donc il faut arrêter ça. Si aujourd'hui la patiente porte plainte pour violence, nous sommes effectivement dans un cadre de violence volontaire. C'est pareil pour les enfants. On nous a appris, madame le professeur, que les enfants n'avaient pas mal. La circoncision n'a pas besoin d'anesthésie. C'est un garçon, ça va aller. Il y a même des soins où, quand il ne veut pas qu'on lui mette une perfusion, eh bien, on va user de violence pour qu'il se calme. C'est interdit aujourd'hui. C'est interdit. Donc, ce sont des pratiques d'une certaine époque qui avaient leur justification et qui devraient disparaître. Alors, Monsieur Eloumou, le problème de droit, je vous invite vraiment à lire ce livre. Le professeur Ngolola magnifiquement résumé. Nous posons les jalons, nous expliquons la problématique actuelle, nous proposons une technique de rédaction d'un consentement et pour les légistes, nous donnons une grille d'évaluation et à la fin, nous émettons des recommandations. Et la recommandation phare, c'est une loi cadre sur les droits des patients. En fait, c'est ça le problème aujourd'hui. Une loi cadre sur les droits des patients. Alors, Monsieur Wasti Moussa nous demande sur qui est focalisé le consentement et surtout le problème de l'exploitation des données. Alors, avant de filmer quelqu'un, on doit l'informer. Je crois qu'il y a une loi maintenant, on ne parle même plus de nous les médecins, on est sorti de notre cadre. Avant de filmer, nous devons informer. Quel que soit ce que nous faisons, nous devons informer. Lorsque nous devons même prendre certaines données, même si c'est à caractère académique, nous devons informer. Je vais aller plus loin. Lorsque quelqu'un est hospitalisé, même dans un hôpital universitaire, on doit quêter son consentement avant que les étudiants ne puissent avoir accès à lui. C'est la règle. Si un étudiant est intervenu dans la prise en charge d'un patient et il y a eu un accident, la faute est imputable à l'hôpital. Que ce soit un aléa ou pas, tant qu'on n'a pas eu l'accord. Donc, vous voyez que le consentement va beaucoup plus loin que cela. Donc, l'exploitation des données ne peut plus se faire aujourd'hui sans l'autorisation des patients. Et enfin, Monsieur Etomo, j'ai bien aimé l'intervention. Est-ce que l'acte qu'on pose après la mort du patient a besoin d'un consentement? Vous serez surpris, oui. Oui. Nous avons besoin d'un consentement éclairé lorsque le corps, par exemple, arrive à la morgue. Parce qu'il y a plusieurs techniques de conservation du corps. Il y a la technique classique, c'est le frigo. Bon, avec ses avantages, ses inconvénients et son coût. Et il y a ce qu'on appelle la conservation sèche avec des méthodes chimiques. Celle qui est la plus utilisée dans notre contexte, c'est le formaldéhyde, le formol. Mais on doit expliquer aux patients
que le formol entraîne une nécrose des tissus, c'est-à-dire que les sujets clairs qui sont dans la salle vont devenir noirs quand on viendra prendre le corps. On doit informer sur le fait que le formaldéhyde entraîne une déshydratation sévère, c'est-à-dire que les sujets enrobés sortiront plus maigres que moi. Imaginez donc que vous mettiez un petit bébé ou alors un enfant de 90 kilos, tout clair, à la morgue, 1 mois, formol. Quand il ressort, on a un enfant qui est tout amaigri, tout noir. La famille vous dit, ce n'est pas notre corps. Plusieurs directeurs et directeurs généraux ont eu des problèmes à cause de ça. Et le véritable problème, c'est qu'au niveau de la morgue, maintenant, il faut qu'on informe les patients. On doit informer sur les techniques de conservation et sur les risques. C'est la même chose. Je vais plus loin. Quand il y a une autopsie, l'autopsie a besoin de 2 éléments. Le premier, si c'est une autopsie médico-légale, elle doit être requise. C'est où le procureur ou l'officier de police judiciaire. Mais avant de poser l'acte, nous devons informer la famille. Parce que l'autopsie, c'est un acte mutilant. Il faut leur expliquer qu'après, même si on recourt, le corps ne sera peut-être plus comme il était au départ. Donc tous ces éléments montrent que tous les gistes que nous soyons, nous aussi sommes soumis au consentement. Voilà, monsieur le directeur, les quelques éléments de réponse exhaustifs que j'ai pu apporter aux préoccupations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme du match de foot. Il n'y aura pas de temps additionnel au cours de celui-ci. Cet ouvrage sur le consentement éclairé dans les soins est un ouvrage qu'il faut lire. Mais il ne faut pas seulement le lire. Il faut faire l'effort d'avancer. Le consentement éclairé a sa racine dans le souci de la dignité humaine. Le consentement éclairé a sa racine dans le souci de la dignité humaine. La dignité humaine dans une situation toute particulière où il y a celui qui est vulnérable parce que malade, il recourt à quelqu'un qui a reçu don de soigner et qui, parce qu'il est un être humain, peut se trouver fragile, soit par l'abus de pouvoir, soit par le conflit d'intérêts. Et c'est un rappel à chacun, à chacune, que malgré la vulnérabilité, l'être humain mérite sa dignité et cette dignité doit être respectée. Je voulais conclure. Goethe, un Allemand, avait dit, mais moi je ne sais pas parler allemand. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il dit, knowing is not enough. We must apply. Willing is not enough. We must do. Savoir ne suffit pas. Nous devons appliquer. Vouloir ne suffit pas. Nous devons agir. Et cet ouvrage, qui est le fruit de certaines des réflexions tenues dans les couloirs de cet hôpital et dans cette salle, a le mérite de poser un jalon. Ça ne devrait plus être quelque chose qu'on imagine. On a des mots, on a des socles. Nous devons nous les approprier et les vivre dans notre réalité. Un ami procureur m'a dit un jour, le malade ou la famille d'un malade qui porte plainte contre son soignant porte plainte généralement à cause d'une chose, accessoirement une deuxième. Le sentiment
de négligence de la part du soignant. C'est-à-dire le sentiment que notre dignité ou la dignité de notre parent a été bafouée. Le consentement éclairé dans les soins prend sa racine dans le souci de protéger, de préserver le respect de la dignité humaine. Si nous le considérons comme tel et que nous sommes aussi nombreux dans cette salle, je vous invite à vous souvenir de ce que Goethe nous a dit. Savoir ne suffit pas. On doit appliquer. Vouloir ne suffit pas. Il faut agir. Et ce n'est que en le faisant que nous pouvons avancer. Et il y a ici un bel ouvrage qui peut être un bon déclencheur, n'est-ce pas, de savoir, d'action, de volonté et d'action également. La question à laquelle le professeur Sémé n'a pas répondu, et vous comprendrez, il n'y a pas le prix dessus. Il n'y a pas le prix sur le livre. Je lui ai posé la question pourquoi. Il m'a dit, grand frère, je n'ai pas de réponse parce que tu comprends quelle pourrait être ma réponse. En clair, oui, je vous ai parlé tout à l'heure des 2 péchés capitaux des médecins, l'abus de pouvoir et le conflit d'intérêts. Imaginez qu'ils mettent le prix dessus. Tous les enfants qui ont peur, tous ces apprenants vont penser que s'ils n'ont pas acheté le livre du professeur, ils vont avoir des problèmes. Et si le professeur qui a prêté serment de servir se met à vendre les livres, on va dire qu'il est devenu commerçant. Donc, ceux qui veulent un exemplaire, c'est à vous. Vous causez avec lui, n'est-ce pas? Vous causez avec lui. Si vous voulez, si vous consentez, si vous consentez, vous trouverez forcément un terrain d'entente, puisqu'il est clair que si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes convaincus, que nous sommes soucieux de ce qu'est la dignité humaine. Voilà. Donc, le café éthique garde sa tradition. On a dit avec quelques éléments spéciaux. On pourra se tenir debout, prendre un morceau ou boire quelque chose, comme habituellement au café. Nous nous donnons rendez-vous à la prochaine édition. Cette fois-ci, elle aura lieu le 29 juillet pour l'édition du mois de juillet 2026. Tous ceux qui sont intéressés pourraient proposer des sujets qui pourraient faire l'objet de la thématique du café éthique. Nous restons ouverts aux propositions. Nous espérons que nous pourrons faire circuler le voice de nos échanges, n'est-ce pas? Ce que nous essayons de faire pour que les uns et les autres puissent réécouter ce que nous échangeons ici. Apparemment, ça va très loin parce que quelquefois on a reçu des interpellations. D'ailleurs, Dr Ngono n'est pas là aujourd'hui. On a reçu une interpellation de quelqu'un qui était surpris qu'il y a une réflexion éthique sur le continent. Et Dr Ngono lui a dit, eh oui, c'est véritablement un continent.
Donc, merci aux uns et aux autres d'être venus. Servez-vous. À l'angle là-bas, il y a de quoi faire. Vous avez également reçu, vous en profitez parce que vous êtes là, le bulletin Santé MESA, qui est le magazine institutionnel. Le deuxième numéro est sorti. Donc, faites-en bon usage. Il y a peut-être d'autres copies. S'il y en a qui n'ont pas eu, Monsieur Ismaël en donnera. Donc, bonne soirée à tous, bon appétit et au prochain Café Éthique. Merci. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition du Café Éthique de l'hôpital central de Yaoundé, consacré à un thème fondamental de la pratique médicale, le consentement éclairé. À travers la dédicace de l'ouvrage « Le consentement éclairé en médecine, fondement, évaluation et expertise médico-légale », le professeur Éric Nseme-Etouké et l'ensemble des contributeurs nous invitent à repenser le consentement, non pas comme une simple formalité administrative, mais comme un véritable dialogue entre le soignant et le patient, fondé sur la confiance, la compréhension mutuelle et le respect de la dignité humaine. Cette vision est au cœur de l'ouvrage, qui propose une approche contextualisée du consentement et une grille d'évaluation innovante pour en apprécier la qualité. Nous espérons que ces échanges nourriront vos réflexions, vos pratiques professionnelles et votre engagement en faveur d'une médecine plus humaine, plus éthique et plus respectueuse des droits des patients. Le Café Éthique continuera d'être cet espace privilégié de dialogue où les questions complexes de la santé rencontrent la réflexion éthique, scientifique et citoyenne. Merci à notre invité, le professeur Éric Nseme-Etouké. Merci à tous les participants présents lors de cette rencontre. Et merci à vous, fidèles auditeurs, pour votre écoute et votre intérêt. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition du Café Éthique de l'hôpital central de Yaoundé. D'ici là, continuons à faire vivre l'éthique dans chacun de nos actes de soins. Car une médecine d'excellence est avant tout une médecine profondément humaine. À très bientôt.